Alors aujourd'hui, nous, Cachetel, on voulait partager avec vous nos solutions. Entrez, on démarre à peine. Entrez, entrez. On voulait partager avec vous notre approche pour répondre aux enjeux de durabilité et plus particulièrement notre approche plateforme pour adresser de manière globale tous les différents enjeux, alors, chapeautés aujourd'hui par la CSRD, mais de manière générale tous les enjeux de la RSE. J'ai perdu ma zapette. Non, c'est bon. Alors, dans un premier temps, je ne sais pas si vous nous connaissez. On n'est pas nombreux, j'en profite. Est-ce qu'à main levée, il y en a qui ont déjà entendu parler de nous Oui, je suis ravie parce qu'il y a 2 ans, on n'a eu aucune main levée. Donc, je suis très contente. Donc, Cachetel, nous, on est un éditeur de logiciels. Historiquement, on était très présent dans le monde financier. Et depuis quelques années maintenant, dans le monde de la RSE. Notre approche, c'est de mettre dans un même open space des experts métiers et des experts techniques, donc des gens de la R&D, donc des gens qui ont 4 écrans noirs avec des lignes de code et des gens qui mangent de la réglementation tous les jours. Donc rien que ça, c'est un défi au quotidien. Mais de manière générale, ce qu'on en retire, c'est le fait de construire des applications qui répondent aux enjeux réglementaires et qui intègrent les bonnes pratiques de reporting de nos clients. Et donc, nous, éditeurs de logiciels, on s'appuie sur une plateforme technologique qui s'appelle Shuttle. Cette plateforme, elle a un peu plus de 280 jours-hommes, années-hommes de développement. J'ai jamais compris cet indicateur, mais voilà. Mais le patron n'est pas là, donc il ne m'en voudra pas. On est hébergé en France et on est certifié ISAE 3402 ou SOC 2, ce qui nous permet d'adresser notamment des clients du secteur bancaire qui ont des hauts niveaux d'exigence sur la certification technique. Et parmi les solutions que l'on propose, sur le volet financier, on a Lease Insight. Lease Insight, c'est ce qui adresse la réglementation IFRS 16 et les contrats de location. Notre dernier bébé qui est GMT Insight, qui lui traite la partie pilier 2 et donc Global Minimum Tax. Et sur le volet ESG qui nous intéresse aujourd'hui, on a 3 solutions. Le premier, CSR Insight, qui adresse toute la partie CSR et en particulier CSRD, mais de manière générale tous les référentiels réglementaires de reporting. GHG Insight sur le volet carbone et Taxonomy Insight sur la taxonomie européenne. Voilà qui nous sommes. Nous sommes une entreprise mondiale avec un peu plus de 145 clients qui eux-mêmes ont des utilisateurs un peu partout dans le monde. On a un peu plus de 117 000 utilisateurs avec une empreinte, vous voyez, mondiale sur tous les continents. On a un taux de renouvellement de 100% qui nous fait chaud au cœur. C'est-à-dire que tous nos clients restent sur notre plateforme. Alors salariés, le nombre est pas bon. Il me semble qu'on est 142 depuis lundi. D'ailleurs, Frédéric, bienvenue. On est présent dans un peu plus de 120 pays. On a 6 bureaux. Donc notre bureau principal est basé à Levallois. On a un bureau à Luxembourg et à Vienne. Ces 2 bureaux-là adressent le marché plutôt européen, donc la zone d'art. On a un bureau à New York, principalement pour du support étendu. Donc pour des horaires de support étendus. On a des bureaux ensuite à Casablanca et à Tunis, où là on adresse le marché nord-africain. Voilà. Vous avez ici quelques références de clients CSR Insight, donc les clients qu'on accompagne sur la CSRD. Ceux d'entre vous qui ont été à notre atelier de témoignages clients d'hier remarqueront qu'il manque Excel Industrie dans les logos, mais voilà, si vous avez l'occasion de discuter avec le directeur RSE d'Excel Industrie, il est passionnant. Voilà. Et alors, oui, ce que je voulais vous dire là-dessus, c'est que c'est des clients globalement de toute taille, de tout secteur d'activité. On n'a pas de secteur d'activité de prédilection. De manière générale, on va savoir parler plutôt aux grands groupes et en tout cas toutes les entreprises qui ont besoin d'un outil capable de gérer de la complexité de par la taille, ou de par leurs différents métiers, ou de par leur empreinte géographique qui peut être très étendue. Et donc la mission que nous nous sommes donnée chez Shuttle, c'est de soutenir les entreprises dans leur transition, parce que nous avons une conviction qui est que cette transition, de manière générale, ne peut pas se faire sans la contribution active des entreprises. Donc nous, on se met au service des entreprises dans cette transition. Et ce qu'on cherche à faire, donc, c'est leur donner les outils, donc vous donner les outils de mesurer votre impact et puis aussi de piloter, monitorer votre trajectoire. Voilà. Donc maintenant qu'on s'est dit tout ça, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est pourquoi cette approche plateforme. Alors, cette approche plateforme vient d'un premier constat
qui est que les réglementations européennes sont très compliquées, très indigestes, mais très imbriquées. C'est-à-dire que de manière générale, il y a une cohérence entre les différentes réglementations européennes, qu'on parle de CSRD, de taxonomie, d'SFDR. Elles se parlent toutes. Alors, de manière générale, vous allez avoir donc toutes les réglementations européennes du Green Deal qui vont peser à la fois sur les entreprises financières et les entreprises non financières. Donc, sur les entreprises financières, on va parler de la taxonomie pour les sociétés financières. Bienvenue, il n'y a aucun problème, installez-vous. Et de SFDR. Et pour les entreprises non financières, elles vont être concernées par la CSRD, donc notre NFRD 2.0, et par la taxonomie, cette fois, des sociétés non financières. Ces mêmes entreprises financières et non financières sont également concernées par toute une série de demandes de leurs parties prenantes qui peuvent être du reporting sur des référentiels volontaires, que ce soit les ODD, GRI, SASB, SSB ou autres, ou des éléments du type, si vous avez des investisseurs chez vous, tout ce qui peut être lié à des questionnaires France Invest, voilà, qui sont le quotidien de certains d'entre nous, nous les premiers d'ailleurs, puisque nous avons aussi un investisseur, donc nous aussi on remplit France Invest. Et d'ailleurs, nous aussi, on a fait notre CSRD de manière volontaire. Voilà, je ferme la parenthèse. Mais donc, le premier constat, c'est que toutes ces réglementations sont imbriquées. C'est-à-dire que quand on voit ça, on se dit c'est compliqué pour une entreprise non financière de se dire je prends un outil pour la CSRD et peu importe le reste. Parce que finalement, ce qu'on voit, c'est que comme tout est imbriqué, à un moment donné, j'ai besoin des mêmes informations pour mon reporting CSRD, pour répondre à mon investisseur qui lui-même doit faire son reporting SFDR. Et ce sont encore les mêmes informations que je dois mettre dans GRI, dans CSB, dans le CDP et dans EcoVadis. Donc, c'est là où on s'est dit, nous, l'approche quelque part silotée n'a pas de sens, puisqu'on va être amené à dupliquer encore des informations. Ça, c'était notre premier constat juste sur le panorama des réglementations. Et l'autre constat, c'est le suivant. Si je prends par exemple juste le bilan carbone, attendez, hop, je reviens en arrière juste. Le constat d'après, c'est de se dire, à la fin de la journée, on m'attend sur les ESRS. Et donc, sur mes 3 volets des ESRS, vous avez tous peut-être entamé votre double matérialité, voire votre gap analysis, et vous avez une liste de data points à reporter. Et là, on se dit, mais pour aller reporter chacun des data points, j'ai besoin d'aller chercher partout dans mon organisation tout un tas d'informations qui vont devoir transiter par tout un tas de directions, tout un tas de pays. Et c'est là que ça se corse, parce que finalement, je reviens à mon premier bilan carbone de tout à l'heure, qui fait partie du E1, mais qui lui-même répond à une problématique qui est très spécifique, à des process très particuliers de comptabilité carbone qui en soi viennent en amont de l'ESRS, où je vais parler de cartographie des flux, de choix de facteurs d'émission, peut-être même que je vais aller jusqu'à une trajectoire SBTI. Et tout ça, par exemple, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin, dans un premier temps, d'aller chercher des informations financières, des informations en euros. Où là, très concrètement, c'est très compliqué aujourd'hui de faire un bilan carbone entièrement sur des flux physiques. Donc, tout le monde va avoir besoin d'informations monétaires, notamment sur la partie achat, pour constituer son bilan carbone. Et donc, on va aller chercher dans le SI Finance, par exemple, une balance ou un grand livre. Ces informations comptables, on va les retraiter, peut-être parce qu'il y a des doubles comptages, peut-être parce que je vais classer tout ça par catégorie d'achat, trouver un facteur d'émission par catégorie d'achat, et je vais avoir mon empreinte carbone des achats. Donc là, on va se dire, j'avais des euros au départ que j'ai transformés, j'ai en effet du CO2 pour l'empreinte carbone de mes achats, et tout ça vient alimenter mon bilan carbone. Ce bilan carbone, pour le compléter, j'ai aussi besoin de données environnementales, donc sur du déchet notamment, sur la consommation électrique. Ces mêmes données environnementales qui, en plus, devront aller aussi alimenter des data points des ESRS. Donc déjà, on commence à avoir des éléments qui se recoupent, puisque ce fameux bilan carbone, que j'ai constitué tout à l'heure, je vais avoir mes émissions par poste d'émission au format GHG protocole, et ces émissions par scope, par pays, par métier, je vais devoir déjà les reporter selon le format GHG protocole, qui est une méthodologie particulière, et je vais devoir alimenter derrière mon ESRS. Donc là, déjà, vous voyez qu'il y a des données qui transitent de manière non pas linéaire, mais très matricielle entre les différents sujets. Et alors, c'est pas fini, parce que du coup, mon bilan carbone, une fois que je l'ai fait, si vous êtes éligible à la taxonomie, si vous êtes en plus éligible à des activités, notamment autour de l'industrie, il y a des critères d'alignement
sur le volet industrie qui sont liés à l'empreinte carbone des produits. Donc, par exemple, si vous fabriquez du ciment, pour que vous soyez aligné avec la taxonomie européenne, il faut que vos produits, que votre ciment émette moins de, je ne sais plus en tête, mais d'un certain montant de volume de CO2 par kilo de ciment produit. Ce qui veut dire que mon bilan carbone de tout à l'heure, au final, il va me servir aussi à calculer mes KPI d'éligibilité et d'alignement à la taxonomie. Et il se trouve que cette même taxonomie européenne, pour arriver à construire mes KPI de la taxonomie, j'ai encore besoin de mes euros. Donc, vous l'aurez compris, sans la finance, la RSE n'est pas grand-chose. Et donc, je vais devoir aller chercher là aussi dans mes outils finance, donc du CA consolidé, des CAPEX et des OPEX, les retraités. Typiquement, vous avez une différence entre les CAPEX financiers et les CAPEX taxonomiques. Notamment dans les CAPEX taxonomiques, on vous demande de réintégrer le coût des contrats de location. Donc, c'est aussi pour ça que nous, on a le module IFRS qui permet de gérer les contrats de location. Et donc, une fois que j'ai retraité mes euros, que j'arrive à mes CAPEX taxonomiques, je vais pouvoir comparer tout ça à mon bilan carbone de mes produits et définir mes taux d'éligibilité et d'alignement. Et de la même manière que sur mon bilan carbone, je vais avoir des tableaux réglementaires à produire. Je ne sais pas si vous avez connaissance des tableaux réglementaires de la taxonomie qui sont assez compliqués, où on vous demande l'éligibilité et l'alignement par activité, par objectif taxonomique. Et donc ces tableaux-là vont eux aussi venir alimenter les ESRS. Et donc notamment dans le ESRS 100, vous avez le tableau réglementaire à fournir. Et puis après, disséminé tout au long des différents ESRS, vous avez des éléments à reporter aussi sur l'alignement de vos activités. Et donc une fois que j'ai fait tout ça, si tout va bien, j'ai un certain taux d'alignement de mes activités que j'ai envie de faire progresser. Et donc, pour que le niveau d'alignement de mes activités à la taxonomie augmente, il va peut-être falloir que je baisse les émissions liées à la fabrication de mes produits. Donc là encore, j'ai besoin d'avoir fait mon bilan carbone pour trouver des plans d'action liés à l'amélioration de mes KPI taxonomiques. Et ces mêmes plans d'action ne sont qu'une part de l'intégralité de votre plan de transition, puisqu'au-delà de la taxonomie, vous allez également avoir des plans de transition sur tous les autres volets de la RSE. Et ces plans d'action, eux aussi, ont besoin d'être enrichis d'éléments financiers, puisque un plan d'action, si j'ai pas l'aval de la finance et si c'est pas écrit noir sur blanc dans le budget de votre groupe, vous n'allez pas financer grand-chose. Donc au final, on se rend compte que ces plans d'action-là qui viennent se sourcer dans la taxonomie, dans le bilan carbone, alors j'ai pas fait de flèche parce que ça devenait vraiment trop compliqué, mais aussi sur le volet environnemental, vont eux aussi, ces plans de transition en euros, en CO2, en pourcentage, eux aussi venir alimenter mes ESRS. Et le dernier élément que j'ai réussi à faire rentrer dans ce slide-là, c'est sur le volet social, où là aussi encore, ce sont des informations qui doivent venir, alors des SIRH ou, je ne l'ai pas indiqué là, mais d'informations juste manuelles à aller chercher dans votre entreprise, qui viennent eux aussi alimenter les ESRS. Donc en fait, le constat là, bon, le tout premier, c'est que c'est le bazar. Et le deuxième, c'est se dire, en fait, c'est compliqué de se dire que j'ai une approche en silo quand je vois qu'en fait, toutes mes données vont servir à plein d'usages différents et donc que mes données environnementales, par exemple, vont transiter par du carbone avant de revenir dans les ESRS, mais vont aussi avoir des plans d'action que je vais devoir mettre en lien avec les CAPEX alloués à la transition. Et donc, vous avez comme ça un paysage de données qui est trop complexe pour être géré de manière silotée. Et donc, au-delà du bazar, les constats que je voulais partager avec vous sont les suivants. Le premier, c'est qu'on a une multiplicité de sources. Là, j'avais mis dans le slide d'avant que la partie système d'information, mais il y a quand même énormément de cas, on le voit chez nos clients, où au-delà du système d'information, en fait, l'information n'existe pas, ni dans un système, ni dans un Excel, ni nulle part. Donc, il s'agit déjà d'arriver à la sortir de quelque part, cette information, avant même de l'avoir dans un système. Donc, on a une multiplicité des sources qui est presque critique. Et alors, ça se traduit surtout par des informations très hétérogènes. Par exemple, on a un client qui est CMA-CGM, on a avec eux entre 25 et 30 interfaces sur la partie RH. Et autant vous dire que la description des données RH entre la France, les États-Unis et l'Afrique n'est absolument pas la même du tout. Donc, on a un gros sujet sur la description et ce qu'on met derrière une information. Et du coup, on a des informations qui sont hétérogènes. Donc, quand il va s'agir d'aller consolider ces informations hétérogènes, on a un vrai enjeu de fiabilité en fait, de ce qu'on somme. Et puis, on va avoir des référentiels différents. Donc là, je parle aux plus techniques d'entre nous qui ont géré des référentiels dans les systèmes d'information, donc la partie master data, où, par exemple, peut-être qu'une entité
un site, entre deux outils différents, elle n'a pas le même nom. Ou peut-être que même qu'une entité dans un outil, c'est deux entités dans l'autre. Donc quand il s'agit de faire transiter et de faire parler ensemble ces outils-là, ça devient très difficile. Et puis surtout, vous avez des réalités opérationnelles qui sont très différentes en réalité dans chacun de vos sites. Et plus vous avez de métiers différents, plus vous avez de niveaux de maturité différents, et plus vous avez de zones géographiques en fait dans votre organisation, et plus vous allez avoir des différences majeures entre le site au Japon, le site à New York et le site à Madagascar, j'en sais rien. Donc, multiplicité de sources, qui est le premier constat. Le deuxième, c'est que du coup, on va être amené à dupliquer les informations finalement, parce que mon bilan carbone de tout à l'heure, je l'ai à plein d'endroits différents. Mes émissions de CO2, je les ai dans les ESRS, je les ai dans mon bilan carbone, je les ai dans mes plans de transition, je les ai dans la taxonomie, je les ai partout. Et donc, qui dit duplication des informations, avec ces données en transit qui changent d'un périmètre à l'autre, dit souvent transformation, et donc des analyses d'écart et des réconciliations entre les outils assez complexes à gérer. Et puis des niveaux de maturité très différents, j'en ai parlé, en fonction des sujets de durabilité aussi, parce que par exemple, vous pouvez être très avancé en France sur le volet social, mais beaucoup moins sur la chaîne de valeur, et vous allez avoir d'autres niveaux de maturité, d'autres différences encore dans les autres sites de votre organisation. Et puis des niveaux de maturité très différents en fonction des réglementations. Par exemple, on a, notamment dans le retail, on voit qu'il y a un niveau de maturité assez fort sur le bilan carbone du produit, sur la partie analyse du cycle de vie des produits. Alors mince, comment s'appelle la réglementation sur le retail par rapport aux produits? Ça m'est sorti de la tête, mais voilà, parce que réglementairement, ils ont une pression plus forte aussi sur le cycle de vie des produits. En France, on a une certaine maturité sur le volet social, par exemple. Voilà. Donc, en fonction des réglementations, on a ces écarts-là qui expliquent aussi que, en termes de système d'information, c'est assez compliqué d'aller réconcilier tout le monde. Donc ça, ce sont les constats liés à mon schéma précédent. Et maintenant, si on élargit un petit peu le débat, de manière générale, ce qu'on constate, c'est que la CSRD, pour les directions RSE et pour les entreprises, c'est un challenge qui est sans précédent. Par l'ampleur des travaux et par la rapidité à laquelle on exige des entreprises qu'elles se mettent en conformité. C'est-à-dire que là où la finance a mis 20 ans à se structurer, avec les IFRS, mais aussi en termes de système d'information, là, globalement, on a en 2-3 ans un travail à faire sur la RSE qui est monumental. Alors bien évidemment que la première année de l'audit sera forcément plus bienveillante que les années suivantes. Pour autant, il y a un effort à fournir, une transparence à fournir qui est sans précédent. Le premier effectivement sujet, c'est sur la partie extension du périmètre de reporting, où là, le passage de la NFRD à la CSRD nous fait passer d'un périmètre de reporting assez libre avec la FRD, là, un exercice imposé sur les 3 volets, qui en termes de volumétrie est sans précédent. De la même manière, j'en parlais tout à l'heure, la collecte des données, très très complexe quand il faut collecter des volumes de déchets générés par typologie de déchets, ou on a un client qui a des stations thermales. Alors eux, pour arriver à entrer, je vous en prie, installez-vous. Eux, leur enjeu, c'est d'arriver à distinguer les différents usages de l'eau chez eux dans leurs termes. Donc c'est très compliqué parce que les outils n'ont pas été calibrés pour faire ça. Un autre constat sur la CSRD, c'est qu'il va falloir intégrer toute la partie chaîne de valeur. Ça aussi, en tout cas dans l'ampleur des travaux, c'est assez nouveau. Pour intégrer les partenaires, les fournisseurs, d'ailleurs on ne l'a pas mis ici, mais aussi tous les clients et les communautés. En termes de qualité et fiabilité des données, là très clairement, il faut qu'en 2 ans, on atteigne le niveau de fiabilité, d'auditabilité de la finance. Donc là aussi, gros enjeu pour les directions RSE qui n'ont pas été habituées jusqu'à présent à mettre en place de tels reporting et de tels principes de reporting. Et enfin, un impact financier et opérationnel qui est majeur, parce qu'en fait, cet exercice-là qui est imposé aux directions RSE, elles ne peuvent pas le faire toutes seules. Il faut le faire avec toutes les parties prenantes internes de la boîte, avec un gros sponsorship de la part du COMEX, du board, ou en tout cas des instances dirigeantes, et puis en embarquant toutes les directions opérationnelles de tous les métiers de toute l'entreprise. Lesquelles directions opérationnelles fonctionnaient déjà très bien sans qu'on vienne les embêter avec de la consommation d'énergie, des quantités de déchets générés, etc., etc. Donc des directions qui n'ont pas spécialement envie de contribuer à cet exercice-là. Donc il y a un travail de conduite du changement à mener qui est assez complexe et assez lourd. Donc un gros challenge pour les directions RSE, cette CSRD. Et donc entre ces constats-là,
que vous avez, et puis les constats que j'ai partagés précédemment, et ma cartographie des données de tout à l'heure, où on voit que c'est quand même compliqué de gérer toutes ces données-là, c'est là que nous, qu'à Shuttle, on s'est dit, l'approche silotée ne fonctionne pas, ou en tout cas, elle a des impacts négatifs qu'on ne souhaite pas proposer. Et donc, on s'est dit, il nous faut trouver une manière d'adresser toutes ces données-là, tous ces sujets de durabilité d'un bloc, en se disant que, alors quand on parle de bilan carbone, taxonomie européenne, ça se recoupe. Pour autant, on est sur des réglementations qui sont différentes, sur des règles de comptabilisation, des réglementations donc, qui sont dans leur process de construction très différentes. Donc forcément, il va falloir à la fois séparer les sujets tout en les faisant parler ensemble. Et donc c'est là où nous, Shuttle, on s'est dit, très bien, on va monter, on va créer un système d'information dédié à la durabilité. Donc qui dit système d'information dit plusieurs modules, tous sur la même plateforme technologique, c'est-à-dire que ce sont des modules qui sont faits de la même manière, avec les mêmes codes en dessous, et qui, par définition, se parlent puisqu'ils sont écrits de la même manière. Et donc sur notre plateforme, on a plusieurs modules. Bien évidemment, le module CSRD, notre module chapeau, qui va venir aspirer tous les autres. Le module, donc ce module-là qui va intégrer du coup tous les ESRS et toute la réglementation spécifique à la CSRD. Le module carbone qui, lui, va embarquer toutes les règles de comptabilité carbone, toute la partie cartographie des flux, facteurs d'émissions, définition des émissions, avec une conformité complète pour le BGS et le GHG protocole. Et le module taxonomie européenne, qui lui embarque tous les 6 objectifs environnementaux avec les règles d'alignement, d'éligibilité, les DNSH, les minimum safeguards, etc. Et donc chacun a sa spécificité et tous se parlent de manière à ce que finalement mes données liées à la durabilité sont sur la plateforme, elles transitent entre les modules, mais comme c'est la même plateforme, ce sont des modules identiques, on a la possibilité du coup de partager de manière transparente les données en évitant des retraitements, des flux d'informations dans tous les sens, etc. etc. Sur cette plateforme-là, on a également la partie IFRS 16, dont on vient se sourcer en particulier pour les CAPEX taxonomiques, et Global Minimum Tax, qui fait partie des minimum safeguards sur la partie imposition. Voilà la logique de notre plateforme. Et donc, les mots-clés que je souhaiterais que vous reteniez en sortant de cette salle, essayez de retenir mon schéma avec mon bazar de données de tout à l'heure, et les mots-clés de la plateforme et pourquoi cette approche est très spécifique à Shuttle. C'est dans un premier temps le principe de spécialité, c'est-à-dire que chaque module répond de manière spécifique à la réglementation qu'il embarque. C'est-à-dire que le bilan carbone intègre toute la réglementation et toute la méthodologie liée à la comptabilité carbone. Et donc, on a dans ce module-là toutes les fonctionnalités nécessaires à l'établissement d'un bilan carbone digne de ce nom. Pareil pour la CSRD, pareil pour la taxonomie européenne et pareil pour GMT et IFRS. Donc, premier élément, le principe de spécialité de chacun des modules qui permet d'adresser complètement cette réglementation-là. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a des équipes d'experts métiers en interne qui font la veille réglementaire sur l'intégralité de ces sujets-là et nous permettent de maintenir ces modules à jour. Donc typiquement, quand la dernière version des ESRS est sortie au mois de mai, on a mobilisé à peu près l'intégralité de notre équipe métier pour mettre à jour tous les data points dans la solution et que tout soit prêt le moment venu. De la même manière, on guette la version 2.9, donc la nouvelle version de l'ABC du bilan carbone, pour voir ce qu'il y a dedans. Et donc notre équipe métier était très fébrile et hâte de voir ce qui se cache derrière cette 2.9 pour pouvoir mettre à jour notre module carbone. Deuxième élément à retenir, donc spécialité, le deuxième c'est interopérabilité. Interopérabilité à 2 niveaux de la plateforme. Premier niveau, c'est que c'est une plateforme qui va vous permettre d'aller vous interfacer avec quelque outil que ce soit en dehors de la plateforme. Donc que ce soit des systèmes d'information très opérationnels sur de la gestion d'énergie, sur du SIRH, sur des ERP, sur des outils plus finance, de consolidation ou autre, on va pouvoir aller chercher l'information là où elle est, sans contraintes techniques ou sans empêchements techniques liés aux solutions. Donc de cette manière-là, on va pouvoir automatiser autant que possible la récupération de données et éviter toutes les ressaisies. Donc interopérabilité en dehors de la plateforme et surtout interopérabilité au sein de la plateforme. Et là, c'est là où pour le coup notre plateforme est différente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ces modules-là
se parlent déjà entre eux. C'est-à-dire que ce n'est pas issu d'un rapprochement, ce ne sont pas deux technologies différentes qui se marient, ce sont bien deux modules basés sur le même socle technologique. Donc ils se parlent déjà. Donc aujourd'hui, on a déjà des clients qui vont leurs données environnementales dans la plateforme et qui vont alimenter en Y, plus que Y du coup, mais des ESRS, du bilan carbone, du EcoVadis, du CDP et autres. Donc interopérabilité du coup externe et interne. L'autre grand principe, je l'ai abordé tout à l'heure, c'est le principe de conformité. Où nous, ce qui est important, ce qui est clé, c'est que, alors effectivement, en tant qu'éditeur de logiciels, historiquement dans la finance, on a embarqué bien évidemment toutes les fonctionnalités liées aux bonnes pratiques de reporting, de la collecte à la consolidation, au calcul, à la restitution, à des workflows de validation, à des contrôles de cohérence, etc. Mais ça, on a voulu l'associer à un principe de conformité réglementaire, en se disant que, avant même de chercher à transformer un business model d'une entreprise, la première étape, c'est celle de la conformité. Et donc, tous nos modules aujourd'hui sont strictement conformes à la réglementation et continuera à l'être dans les années à venir, puisqu'on fait vivre nos outils dans ce sens-là. Évolutivité, parce que bien évidemment, la réglementation évolue, donc ça nous occupe pas mal. Et puis surtout, la CSRD, c'est très neuf. Donc, même la manière dont on empare les entreprises aussi évolue. Et donc, nos équipes d'experts, nos équipes d'intégration chez nos clients sont à l'affût de bonnes pratiques ou même des demandes de nos clients pour faire évoluer la plateforme au quotidien pour intégrer, par exemple, là dernièrement, un client qui nous a dit j'aimerais bien avoir ce contrôle de cohérence-là, ce serait génial. Du coup, on l'a mis dans la plateforme. Mais c'est aussi l'évolutivité chez nos clients. Parce que à peu près 100% de nos clients démarrent aujourd'hui leur premier rapport CSRD sur un périmètre moindre que le périmètre matériel. Parce que de fait, ils vont bénéficier du phasing. De fait, ils ont des données qui sont ni disponibles ni matures, donc ils ne pourront pas les reporter en année N. On a des clients qui disent moi cette année je ne fais que le quanti parce que je ne sais pas faire le reste. Donc évidemment, la plateforme va aussi évoluer avec eux. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, ils vont pouvoir rajouter dans la librairie des indicateurs des data points, rajouter des utilisateurs, rajouter des entités parce que dans la vie d'une organisation, des fois il y a des acquisitions. Et donc toute cette partie-là d'évolutivité liée à la maturité et à l'organisation des entreprises est gérée dans la plateforme. Et ce qui est important aussi, c'est que nos clients peuvent le faire en toute autonomie. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, à peu près tous nos clients ont la main. Ils souhaitent le faire. Ils ont la main pour rajouter un utilisateur, rajouter un KPI, rajouter une entité, etc. Ce qui veut dire que, et on a une cliente qui raconte ça souvent, c'est que ce qui arrive, c'est que le patron débarque mercredi soir à 17h en disant non mais pour la presse de demain, il me faut tel KPI calculé comme ça, on est d'accord ? Alors là, si elle dépend de la disponibilité de l'éditeur pour rajouter le KPI, redéclencher les calculs et le mettre dans la presse pour le lendemain matin, elle est foutue. Là, elle se connecte, elle rajoute le KPI et il est immédiatement disponible. Le lendemain matin, elle a sa présentation. Et pour le coup, on a pensé l'évolutivité et l'administration de la solution d'une manière qui n'est absolument pas technique. Pour vous donner le niveau, moi j'ai une formation littéraire et je sais administrer la plateforme. Donc je pense que c'est à peu près à la portée de n'importe qui. Voilà sur l'évolutivité. Et dernier sujet, c'est le principe de spécificité. Donc c'est les 5 mots-clés, 1, 2, 3, 4. 5, que je vous encourage à retenir pour expliquer pourquoi notre plateforme est différente. Spécificité, parce qu'en fait, la réglementation, c'est quelque chose, la réalité opérationnelle de nos clients, c'est encore autre chose. Vous avez vu tout à l'heure dans la slide avec tous nos clients, on a par exemple CMA, CGM et M6. Je pense que vous l'aurez deviné, ils ont des réalités opérationnelles qui sont complètement différentes. Et là, c'est ce que nous permet de faire la plateforme technologique, c'est qu'en fait, on va pouvoir adapter et customiser l'application pour qu'elle réponde strictement à toutes les contraintes liées au fret et au suivi du fret de CMA-CGM, à toutes les contraintes liées au fait de suivre les émissions carbone d'une émission de télé. Alors du coup, moi, j'ai découvert comment calculer les émissions carbone des émissions de télé. Voilà, donc c'est passionnant. Et on va pouvoir adapter comme ça la plateforme à la réalité et au concret de chacun de nos clients. Par exemple, Geodis, ils ont un arbre de décision incroyable sur la partie facteur d'émission market base, du coup qu'on a pu mettre en place dans nos solutions. Et c'est un des sujets sur lesquels on insiste auprès de nos clients, de nos prospects, dans nos outils, c'est qu'en fait, au-delà du volet réglementaire, on a cette capacité à s'appuyer sur notre plateforme pour l'adapter au quotidien de nos clients. Donc l'idée, c'est que ce n'est pas à nos clients de rentrer dans ce costume-là,
c'est qu'on a un costume de départ et après on vient le retailler à leur mesure à eux et à leur réalité à eux, de manière à ce que ce soit l'outil qui s'adapte à nos clients et pas l'inverse. Alors maintenant qu'on s'est dit ça, donc c'est le bazar dans les données, on a plein de constats qui nous disent que c'est très compliqué de mettre en place la CSRD parce qu'il y a des données dans tous les sens, etc. Nous, on a une approche plateforme, ok, très bien. Donc maintenant, une fois que je sais tout ça, comment je passe à l'action? Alors j'ai essayé de vous mettre ça dans le temps. Alors, normalement, vous n'allez pas découvrir grand-chose si vous avez participé aux autres ateliers de Pro Durable et si vous êtes aussi un petit peu posé la question. Moi, j'aimerais insister sur certains points. La première étape, et les deux mots-clés à retenir, c'est cadrer, prioriser. Première étape, vous le savez, définir la matérialité. Définir la matérialité, donc je vous ai relisté, si vous voulez prendre une photo à la fin, comme ça, on aura une vision d'ensemble. L'objectif de l'analyse de matérialité, donc vous le savez, je pense tous, identifier les enjeux matériels et lister les informations à reporter. Et donc sortir de là en se disant, voilà ce qui est matériel pour moi, voilà ce sur quoi je suis attendu dans mon rapport de durabilité à terme, pas forcément en année N, mais en tout cas à terme. Et donc, je sors de là avec ma matrice de matérialité, avec mes ESRS matériels et tous mes data points à reporter. Très bien. Je n'ai toujours pas parlé d'outils à ce moment-là. Et donc, je continue sur cette base-là. Et donc, la deuxième étape, ça va être de se dire, je vais évaluer ma maturité et mon niveau de conformité en année N et en année suivante. Donc, on va faire ce qu'on appelle le gap analysis. Donc, on va regarder sur l'ensemble des ESRS matériels quelles sont les informations que je n'ai pas, que j'ai un niveau assez fiable, quelles sont les informations pour lesquelles je peux bénéficier d'un phasing, quels sont les data points qui sont matériels mais pas pertinents dans le cadre de mon activité. Et donc, je sors de ça avec une liste à reporter pour l'année N et surtout, je sors de cet exercice-là avec une feuille de route pour la mise en conformité. Et cette feuille de route, c'est quelque part mon cadre pour les prochaines années. J'ai donc ma liste d'indicateurs soit à créer, soit à fiabiliser. Et j'ai mon schéma directeur à court, moyen, long terme sur mes 3 volets. Et ce que j'entends par là, c'est que en fait, cette notion de schéma directeur, elle peut être entendue de 2 manières. On a un schéma directeur qui est quelque part une démarche RSE, puisque je suis censée sortir de mon analyse de matérialité avec une liste d'enjeux à adresser. Donc pas que en termes de reporting, mais aussi en termes de démarche et de trajectoire. Et je sors aussi de mon étude de mise en conformité et de maturité avec un schéma directeur des systèmes d'information qui me fait dire, là, j'ai pas l'information, mais d'ici 2 ans, je veux l'avoir et voilà comment je vais faire. Donc cette notion de schéma directeur, alors là, c'est écrit en tout petit sur ma slide, mais pour le coup, c'est clé. Parce que forcément, aucune entreprise ne sera entièrement conforme la première année. C'est pas possible. Et donc, c'est un travail de longue haleine, cette mise en conformité, qui passe forcément par un travail de mise à plat et de schéma directeur. Donc, une fois que j'ai dit tout ça, c'est parti, je commence à transformer mon reporting. Et donc là, on va parler gouvernance de la donnée, notamment. Donc, qui a quelle information, qui va être le valideur, quelles vont être les règles appliquées, quels vont être les contrôles de cohérence, quelles vont être les règles de calcul. Par exemple, on a beaucoup de données qui sont extrapolées, souvent, parce qu'il y a plein de cas. On a un client qui fait son bilan carbone en mensuel. Et arrivé à septembre, il va avoir une vision de l'atterrissage à fin décembre. Donc, on extrapole en fait toutes les données liées à la consommation d'électricité parce que c'est assez linéaire chez eux. Et quand c'est saisonnier, on a de l'historique, donc on arrive à l'extrapoler. Ou alors, on a des clients qui intègrent dans le périmètre de reporting des nouvelles entités et qui extrapolent en fait les bilans carbone des années précédentes pour travailler à périmètre comparable sur plusieurs années. Donc, bref, toutes ces règles-là doivent être prédéfinies. Et donc, je vais avoir ma liste d'indicateurs à divulguer en année N, je vais avoir ma cartographie des données et des responsabilités de chacun, mon protocole de reporting, donc qui fait quoi quand. Et donc là, arrive le cœur en tout cas de notre sujet chez Cachetel, qui est de se dire maintenant ça y est, je vais pouvoir mettre en place mon outil de collecte, de consolidation et de pilotage qui répond en fait à toutes les étapes précédentes. Et donc, une fois que j'ai l'outil, j'en arrive au dur du sujet pour certains d'entre vous qui sont en pleine campagne de collecte en ce moment, à savoir, je commence mes campagnes de collecte des informations, j'attaque les contrôles sur mes données, je réalise mon reporting ESG, je prépare le rapport de durabilité, je me prépare pour l'audit. Et puis surtout, ce que je voulais partager avec vous sur cette slide-là, c'est que
je ne vous l'ai pas encore dit, mais vous l'avez deviné, c'est que sur l'intégralité de ces étapes, ce sont des étapes où la direction RSE ne peut pas travailler seule et qui embarquent tout un tas de parties prenantes. Là, j'ai mis que des parties prenantes internes, mais bien entendu, vous avez aussi des parties prenantes externes, puisque quand je vais lister les indicateurs que j'ai besoin de collecter dans mon entreprise, je vais aussi prendre en compte les demandes des banques, des investisseurs et des parties prenantes externes. Et puis, ce qui est important, c'est de se mettre dans une dynamique d'amélioration continue, parce que là, je vous ai fait le topo de l'année N, mais bien évidemment, une fois que j'ai fait le travail la première année, je reprends mon schéma directeur et je me dis, bon, très bien, voilà ce que j'ai reporté la première année, et sur cette base-là, qu'est-ce que je m'étais dit que je ferais mieux l'année prochaine, et j'ai un plan d'action à suivre pour améliorer, fiabiliser mon reporting. Et donc, cette notion d'amélioration continue va être clé. Et en fait, c'est sur tous ces sujets-là, qui, vous l'avez vu, sont finalement assez indépendants des réglementations. C'est-à-dire que oui, ça, c'est les différentes étapes qu'impose la CSRD. Mais comme vous l'avez vu depuis tout à l'heure, finalement, la CSRD, ce n'est que le chapeau. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Et en fait, derrière la CSRD, toutes ces étapes-là et tous ces travaux-là sont bien entendu à faire en se disant que j'ai des données qui transitent dans l'intégralité de mon entreprise avec une approche très matricielle. Et c'est là où l'approche plateforme avec les 5 mots-clés de tout à l'heure prend tout son sens. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des mots-clés dont vous vous rappelez ? Effectivement, je vous les remets. C'est surtout ça, la slide à retenir de la conférence d'aujourd'hui. Notre approche plateforme se caractérise par ces mots-clés-là, donc c'est spécialité, donc principe de spécialité de chaque module qui adresse la réglementation, cette réglementation-là, et qui embarque complètement cette réglementation, interopérabilité externe à la plateforme et interne à la plateforme, principe de conformité réglementaire, l'évolutivité, tant liée à la réglementation qu'à la maturité de nos clients, et puis principe de spécificité, où on va aller coller à la réalité opérationnelle de chacun de nos clients. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur l'approche plateforme. Déjà, avant même de passer aux questions, je voulais vous remercier, voire vous féliciter pour votre attention cet après-midi de deuxième jour. Ce n'est pas forcément très, très évident. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous ai partagé aujourd'hui? Eh bien, merci beaucoup pour votre attention. Le stand K-Shuttle, c'est le 246 si vous souhaitez venir partager un petit peu plus avec nous. Dans tous les cas, que ce soit sur LinkedIn ou par mail, n'hésitez pas à nous solliciter. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, bonne fin de salon et bon retour à ceux qui ne sont pas parisiens.